Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En sa qualité de président, il est tenu, de l'Assemblée bien sûr, il est tenu à une certaine neutralité. Il se garde d'intervenir dans la répression contre la commune. Il laisse ça à Thiers et au maréchal de MacMahon, que vous connaissez maintenant, l'un et l'autre, qui deviendront présidents. Il condamne les excès, encore une fois, ces excès sanglants, commis de part et d'autre. À chaque fois, il n'hésite pas. C'est pas son genre d'hésiter. Il dira à chaque fois qui sont les responsables. À l'ouverture de la séance, on est le 2 avril 1873. L'un des vice-présidents de l'Assemblée donnait lecture de cette lettre qu'il venait de recevoir. « Monsieur le vice-président, je vous prie de vouloir bien transmettre à l'Assemblée nationale ma démission des fonctions de la présidence, agréée, etc., signé Jules Grévy. » Les députés ont été stupéfaits de cette décision. On pensait qu'il était accroché à sa présidence, en fait. C'est quand même un poste extrêmement important, tenu par les Républicains, qu'on n'abandonne pas comme ça sur un simple coup de tête. L'Assemblée nationale, par 349 suffrages contre 231, va même demander à Jules Grévy de revenir à la présidence. C'était, oublier le Jurassien, son entêtement. Il refuse tout net. En fait, il ne voulait plus servir de complice aux manœuvres de la droite contre la République. Aujourd'hui, on dirait qu'il serait tombé, en gros, à gauche. En fait, il se posait la question, où était le partage des attributions entre président de la République et président du Conseil, encore une fois, voire avec les ministres eux-mêmes, sachant la hiérarchie qu'il y a toujours entre eux au sein du cabinet. Il ne pensait pas encore qu'il allait avoir cette tâche lourde à accomplir un jour, bien sûr. Donc pour l'instant, il en est toujours à distribuer, en fait, comme je vous disais, les bons points, les mauvais points, et à essayer de comprendre où allait la présidence de la République. Les élections pour la nouvelle Chambre des députés sont fixées au 20 février 1876. Les Républicains reviennent à l'Assemblée avec une majorité assez forte, à peu près 350 voix, et dès le début de la session, il faut évidemment élire le président. Raspail, qui est le doyen, préside la première séance de la nouvelle Assemblée. Et qui, croyez-vous, qui va être élu ? Eh bien, Jules Grévy est élu président provisoire par 414 voix sur 430 votants. C'est quand même pas mal. Thiers meurt subitement à Saint-Germain-en-Laye le 3 septembre 1977. Les funérailles qui ont lieu le 8 septembre sont un événement que vous imaginez bien national. Le grand discours républicain va échoir à Jules Grévy et ses paroles sont pleines de dignité. Je veux cependant arrêter un moment votre attention sur ce qui sera pour l'histoire le grand trait de la vie politique de M. Thiers. Je parle de son avènement à la République. C'est ce que le spectacle de nos malheurs a montré plus tard à ce grand esprit lorsque, portant ses regards en arrière et scrutant les événements qui en 3/4 de siècle ont fait tomber 8 gouvernements détruits par des révolutions violentes, chose inouïe dans les fastes du monde, il a vu que la cause de si fréquents bouleversements et d'une instabilité si extraordinaire est que la France, devenue une pure démocratie, n'a pu supporter les gouvernements monarchiques qu'on s'est obstiné à lui imposer. Il voyait de l'autre côté que les partis dynastiques, tristes legs de ces révolutions, se tenant respectivement en échec et se neutralisant, aucun d'eux ne pouvait désormais remonter au pouvoir et s'y maintenir. Il dut en coûter à cet illustre vétéran du parti monarchique de renoncer à une cause qui avait eu si longtemps ses prédilections et à laquelle l'attachaient tant de sentiments et de souvenirs. Mais aucun sacrifice n'était au-dessus de son patriotisme et de son amour de la vérité. Il n'hésita point à déclarer solennellement, et il répétait encore quelques jours avant de mourir, que, je cite, « La République est le seul gouvernement possible en France ». C'est à M. Thiers que la République doit en grande partie d'avoir conquis la confiante adhésion de la France. C'est à lui qu'elle doit d'avoir convaincu l'Europe qu'elle est un gouvernement d'ordre et de paix. Mais en retour, c'est à la force du gouvernement républicain à la tête duquel il était placé que M. Thiers a dû de pouvoir relever la France de ces désastres avec une promptitude et un succès qui ont étonné le monde. Fondation de la République, relèvement de la France, tels sont les 2 grands services que M. Thiers a eu le bonheur de rendre à son pays. Tels seront ses plus beaux titres aux yeux de la postérité. C'est par eux que sa mémoire sera immortelle et la reconnaissance du peuple français impérissable. Quel service il eût pu rendre encore. Mais puisque nous l'avons perdu, gardons du moins son exemple et sa tradition. Appliquons-nous à montrer comme lui que la République est un gouvernement d'ordre, de paix
et de liberté. Le seul gouvernement conservateur dans notre pays et dans notre temps, parce que seul il est approprié à nos intérêts, à nos besoins, à notre état social. Ainsi, nous honorerons la mémoire de M. Thiers et nous servirons la France. Notons quand même en passant que ni MacMahon, président de la République française, ni ses ministres n'ont daigné assister ou se faire représenter aux obsèques. Voilà, c'est pas très beau. Grévy se retrouve donc après la mort de Thiers, tout simplement à la tête du parti républicain. MacMahon lui propose le ministère, encore une fois, Grévy refuse. En le quittant, MacMahon va lui dire « Je parle à mon successeur, mais ce qui me rassure, c'est que je laisserai la France aux mains d'un honnête homme. » Espérant le succès aux élections, les Républicains avaient prévu de porter Thiers à la présidence de la République, mais évidemment, sa mort va tout changer, et c'est alors qu'apparaît tout naturellement donc le second, Jules Grévy, pour le remplacer à la tête de tous les groupements républicains. Les organes de la réaction, qui avaient tellement de fois opposé la personnalité de Gambetta à celle de MacMahon, étaient obligés de changer de tactique. Ils entreprennent aussitôt une campagne de dénigrement, de calomnie contre l'ancien président de la Chambre des députés. Le journal La France, dirigé par Émile de Girardin, va publier dans son numéro du 15 septembre le texte suivant « Jeudi 13 septembre 1877 ». Monsieur le maréchal a quitté Bordeaux hier à 10h du matin, est arrivé à Périgueux à 1h, réception enthousiaste, longues acclamations. Grévy a quitté Paris avant-hier soir, rentrant dans le Jura, se dérobant ainsi aux sollicitations des groupes de gauche et a déclaré à plusieurs personnes qu'à aucun prix il ne consentirait à prendre la direction politique du parti républicain. Les républicains, disait-il, n'ont qu'une chose à faire, s'entendre avec le maréchal. Bel exemple de désinformation. Réponse de l'ancien président de la Chambre des députés. « Cher monsieur de Girardin, quoique je n'ai pas l'habitude de m'occuper des sottises qu'on m'attribue, je ne puis laisser passer sans la démentir l'étrange dépêche que m'a fait connaître votre numéro du 16. Permettez-moi, je vous prie, de déclarer dans votre journal que l'attitude et le langage que me prête cette dépêche sont une calomnie. Agréez, je vous prie, l'assurance de ma haute considération. » C'était le 16 septembre. La presse ministérielle est avertie, elle comprend qu'il va falloir maintenant compter avec Jules Grévy. L'homme est irréprochable dans sa vie privée, c'est pas le cas de Gambetta, par exemple, comme dans la vie publique également, il porte peu à discussion, encore une fois, c'est un honnête homme, sauf sur ses idées. Bien sûr, on peut l'attaquer sur ses idées, mais là, c'est le domaine normal de la confrontation, démocratique. En attendant, Grévy, lui, a des préoccupations beaucoup plus terre-à-terre, à savoir gagner les élections dans le Jura. Être candidat à Paris en même temps que dans son département, c'est une chose possible, en fait, à l'époque. Donc il y a eu notamment un discours célèbre de Victor Hugo en faveur de la candidature de Jules Grévy. « Messieurs, un homme éminent se présente à vos suffrages. Nous appuyons sa candidature. Vous le nommerez, car le nommer, c'est réélire en lui la chambre dont il fut le président. Le pays va rappeler cette chambre si étrangement congédiée. Il va la réélire avec sévérité pour ceux qui l'ont dissoute. Nommer Grévy, c'est faire réparation au passé et donner un gage à l'avenir. Je n'ajouterai rien à tout ce qui vient de vous être dit sur cet homme qui réalise la définition de Cicéron, éloquent et honnête. Je me bornerai à exposer devant vous avec une brièveté et une réserve que vous apprécierez quelques idées utiles, peut-être en ce moment. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.